Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Il nous revient du Mali avec la crise qui secoue nos voisins d'à côté. Dans un contexte difficile, je veux parler de l'offensive russe contre l'Ukraine. Alioune, bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir à l'émission Objection. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci Bayoumar, c'est toujours avec un très grand plaisir que je suis ici, de m'adresser à vous et à tous les auditeurs du Sud à qui je dis bonjour aussi. Oui, Alioune, l'actualité est marquée par des événements religieux à Yoff avec les Layènes, le 142e anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye, un appel du nouveau khalife général des Layènes, le combat contre l'extrémisme. Le guide religieux lance un appel contre l'extrémisme des jeunes. Ça a tout son sens, tout son mérite d'avoir évoqué un sujet d'actualité, M. Tine. Permettez-moi d'abord de saluer avec tout le respect cette manifestation, de souhaiter plein succès à nos frères Layènes. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'histoire de Limamou Laye qu'on a raconté ces derniers temps. J'estime qu'on ne pouvait pas choisir meilleur sujet d'actualité que la question de la radicalisation de la jeunesse. En quoi est-elle la principale cible de l'extrémisme? Écoutez, tout d'abord, les jeunes, ce sont les victimes des inégalités sociales, des politiques d'inégalité sociale, des politiques de fracture sociale, des politiques de marginalisation. Ça veut dire que quand on regarde les droits économiques, sociaux et culturels, surtout l'accès au travail, vraiment le segment social qui en souffre le plus, c'est la jeunesse et les femmes. Et surtout la jeunesse. Et de ce point de vue, on devrait analyser les effets. Les effets, quand vous regardez les insurrections sociales, c'est les jeunes. Les grandes manifestations politiques que vous voyez, c'est les jeunes. Quand vous regardez ceux qui soutiennent les coups d'État, c'est les jeunes. Quand vous voyez ceux qui se réclament, si vous voulez, d'un souverainisme radical, qui se manifeste parfois d'ailleurs par une hostilité radicale aussi à la France, quand vous regardez, c'est toujours au niveau de la jeunesse. Mais pire, quand vous allez regarder dans les armées des djihadistes, la plupart d'entre eux, c'est la jeunesse. Donc, c'est une véritable bombe sociale à laquelle on ne prête pas suffisamment d'intérêt. Donc, il faut saluer le fait que nos parents laïens aient choisi effectivement la question de la radicalisation, parce que nous sommes dans une ère de radicalisation. On n'a jamais vu les gens soutenir, la jeunesse soutenir autant qu'aujourd'hui le pouvoir qu'acquis les militaires. Alors que c'est la jeunesse qui a le plus, si vous voulez, profiter des transitions démocratiques. Mais en réalité, c'est ça que ça nous amène à nous interroger sur les transitions démocratiques, parce que sur le plan de la gouvernance politique, de la gouvernance économique, de la gouvernance sociale, de la participation politique, les perdants, c'est les jeunes. Et les effets sont énormes, sont terribles, que ce soit la migration, que ce soit autre chose. C'est une question aujourd'hui qui mérite vraiment le plus grand intérêt à la fois des élites intellectuelles et politiques pour voir comment nous pouvons trouver une solution définitive à la jeunesse. Trouver cette solution, c'est la formation d'abord et l'éducation. Oui, d'abord la formation et l'éducation en termes justement de remède. Avez-vous l'impression que c'est de là, dans la foi, qu'il va falloir aller chercher la solution? Écoutez, quand vous regardez en politique ce qui se passe aujourd'hui, je dis en termes d'alternative, parce qu'en fait, on a comme l'impression que nous sommes dans une espèce de fin de cycle politique, où en réalité les politiques ne nous parlent plus ou ne parlent plus à la jeunesse, et les alternatives, c'est le pouvoir kaki ou le pouvoir religieux. C'est aussi ça. Quand vous regardez le Mali, c'est un exemple très clair. À un moment donné, c'était l'imam Diko. Maintenant, aujourd'hui, ce sont les militaires. Les gens ne savent plus sur quel pied danser. D'où l'intérêt de repenser les politiques publiques en Afrique, de repenser même les budgets en Afrique et leurs orientations. Je pense que c'est globalement qu'il faut repenser aussi la démocratie.
Parce que cette frange qui n'a connu que les libertés fondamentales, qui a connu les alternances démocratiques, c'est elle aujourd'hui, en tout cas une partie, qui paradoxalement soutient effectivement les coups d'État militaires. Donc ça donne à penser. C'est également cette frange qui, effectivement, par dépit, prend un fusil et le tourne contre l'État. C'est également cette frange qui, souvent, est en première ligne quand il y a les insurrections, comment dirais-je, les insurrections politiques. Et c'est cette même frange également qui se dit, écoutez, tant qu'à mourir ailleurs, autant fuir le continent. Je pense que c'est bien que, franchement, aujourd'hui, à l'occasion du 142e appel, vraiment qu'on se dise, réfléchissons sur la jeunesse. Il me semble que c'est une bonne opportunité qui a été ouverte par les Layènes et qu'il faut saisir aujourd'hui, que tout le monde doit saisir, les intellectuels, la jeunesse, le gouvernement, pour revenir même sur la charte de la jeunesse africaine, qui contient quand même des propositions extrêmement importantes. Nous, au niveau de Africa Jom Center, on va bientôt nous pencher sur cette question et nous pencher également sur la question de la jeunesse pour dire que nous sommes totalement en phase et avoir effectivement un bon programme ces 2 dernières années consacré absolument à la question de la jeunesse. Oui, la question de la jeunesse, sujet évoqué par le tout nouveau khalife général des Layènes, tout à son mérite d'avoir justement soulevé une question majeure qui touche la plus grande, du moins la majorité de la population sénégalaise, celle-là jeune. Monsieur Tine, voilà qui nous permet d'aborder un sujet également qui touche cette jeunesse, c'est-à-dire les émeutes urbaines de mars dernier. Ces émeutes urbaines de mars 2021, il s'agissait d'événements les plus meurtriers post-indépendance. Oui, Alioune Tine, vous avez suivi 1 an après. Quels sont les enseignements à en tirer? Il y a énormément de choses qui n'ont pas été digérées. On n'a pas tiré les leçons. La première leçon, il faut quand même le noter. Pendant cette période, la justice s'est effondrée. Pendant ces périodes aussi, il faut dire la manière dont les choses ont été amorcées au départ. C'est dès le départ qu'il y a eu aujourd'hui ce qu'on peut appeler un certain nombre d'abus qui ont fait réagir les jeunes. D'ailleurs, chez Sonko. Je pense que c'est à l'époque où j'alertais pour dire attention, c'est une affaire d'État. Et ça l'est devenu. Les gens n'ont pas compris. Il y a quelque chose qu'il faut tirer aujourd'hui et qu'il faut comprendre. Les jeunes, quand il y a un sentiment d'injustice, c'est une perception, c'est même pas la réalité. Mais quand on sent qu'il y a un sentiment d'injustice, ils se révoltent. Je ne dis pas que ce qui est arrivé est une injustice. Je dis le sentiment d'injustice. Il est évident que c'est un mobile, si vous voulez, c'est un ressort qui fait agir la jeunesse de façon globale. Et il est évident que dans ce cas-là, c'est ça qui a été ressenti d'abord. C'est un ressenti. D'ailleurs, c'est les ressentis d'ailleurs qu'il faut le plus éviter. Parce que c'est ça qui crée le plus de problèmes, de malentendus, d'incompréhension. Et ça crée énormément de problèmes. Donc, de mon point de vue, au sortir de cette manifestation, de ces événements qui sont, de mon point de vue, en matière politique, les événements les plus graves post-indépendance. Parce que quand même, la manière dont ça s'est traduit dans nos institutions d'abord, vous savez, à un moment donné, je pense que si on ne faisait pas attention, il y avait une possibilité de basculement même de l'institution suprême. On n'a jamais atteint ce niveau. Donc, rien que ça méritait une réflexion globale. On s'assoit, on dit, mais nous, Sénégalais, qu'est-ce qui nous est arrivé? Parce que quand même, le pouvoir pouvait basculer. On ne l'a pas fait. On devait le faire. Comprendre pourquoi. Comprendre quels sont les différents effets qui ont agi sur les gens. Les facteurs. Et il y a le facteur Covid-19. Covid-19 qui a empêché pas mal de gens de travailler. Ça veut dire, les gens, ils ont
comme on dit, accumulés. Accumulés, à un moment donné, ils ont éclaté. Oui. D'autres, des problèmes politiques qui sont en suspens. On n'en parle pas. Mais en réalité, on n'en agit pas moins. C'est la question du deuxième, du troisième mandat. Oui. 3, il est évident qu'il y a des précédents. Quand tu vois le précédent Karim, le précédent Khalifa Sall, tu te dis, ah, qu'est-ce qui se passe encore? Donc, tout cela, c'est des choses cumulées. Et tout cela, ce n'est pas encore digéré politiquement. Un problème de gouvernance également, que ce soit politique, social, économique. Nous avons des problèmes sérieux avec la justice quand nous voulons juger des politiques, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir d'ailleurs, ou quand nous voulons juger, comme on dit, les corps habillés, que ce soit les militaires ou les policiers. Il me semble que ces questions-là, par rapport à la justice, nous devons voir comment en discuter et comment le régler. Ça, c'est des constats. Au niveau la question de l'impunité, même, il est évident des morts, l'impunité justement des gens qui ont été tués. Il y en a 14, paraît-il. D'abord, la première erreur, c'est de dire que chacun de son côté fasse son enquête. Et donc, nous, on a fait un mémorandum du côté de l'opposition. Du côté du pouvoir, nous avons fait notre rapport. Et tout le monde est content. Et tout le monde s'en tient. Ça veut dire qu'on n'a pas bougé d'un pouce. Alors que les organisations de défense des droits de l'homme exigent la lumière. Ce qu'il fallait faire, c'était une enquête indépendante, avec des personnalités indépendantes, à qui on donne un mandat extrêmement clair. Voilà, nous avons ces problèmes et ces difficultés au niveau de l'État. Regardez l'ensemble des aspects. Les aspects, bien sûr, qui relèvent des problèmes de justice, des problèmes de légalité, les aspects institutionnels, les aspects politiques. Et une fois qu'on aura travaillé tout cela, on se dit, mais quel type de sortie? Est-ce que nous pouvons avoir une sortie par la justice? Est-ce que nous pouvons avoir une sortie par la politique? Ou est-ce qu'on peut avoir une sortie et par la justice et par la politique? Et désormais, comment on va faire? C'est-à-dire que nous avons un tout petit peu aussi un certain nombre de problèmes en suspens qui font que, bon, attention. Et là, je vais vous dire, par exemple, les problèmes concrets que nous avons à l'heure actuelle, au regard même des problèmes qui sont arrivés au mois de mars dernier. Par exemple, la question de la justice et la question de la forte légitimité de certains leaders politiques. C'est une question qu'on ne peut pas trancher comme ça. Au vif. Est-ce que, sur le plan institutionnel, les juges sont suffisamment outillés pour régler ce problème et faire face? Parce que quand vous avez une forte légitimité, vous avez effectivement tendance à être soutenu à tort ou à raison. À tort ou à raison. Ça veut dire qu'il y a une certaine culture de l'état de droit. Quand cette culture est faible, quand elle n'est pas assimilée par tout le monde, nous pouvons avoir des problèmes. Donc, cette question-là aussi, ce sont des questions qu'il faut examiner, qu'il faut regarder. Sinon, on va aller vers de nouvelles difficultés. C'est un risque qui est là et qui est réel. Mais finalement, M. Tine, comment comprendre cette histoire qui ne cesse de suivre le Sénégal? Le Sénégal est bien pas mal de pays également. Lorsqu'un président issu d'alternance politique démocratiquement élu, qui justement, une fois élu, reconduit une forme de projet hégémonique. C'est le cas du Sénégal. Avec Abdoulaye Wade, c'était le cas. Aujourd'hui, ce sont les mêmes signes qui apparaissent. Comment le comprendre? Cette volonté d'écraser l'opposition, cette dérive présidentialiste. Comment le comprendre? Mais justement, aujourd'hui, ces dérives ont atteint un seuil critique. Ont atteint un seuil d'ingouvernabilité. C'est pour ça que je dis que, si vous voulez, on a connu les transitions démocratiques. Et puis ensuite, on a eu une espèce de travestissement de ces transitions démocratiques.
nous avons eu aussi la malgouvernance avec ces transitions démocratiques et nous avons eu en même temps aussi ce qu'on appelle l'hyper-présidentialisme. Tout cela cumulé, aujourd'hui les gens ne le supportent plus. Et avec la malgouvernance, avec le manque de régulation, avec la faiblesse des institutions, que ce soit les institutions judiciaires, que ce soit les institutions de régulation, celles qui combattent la corruption, celles qui luttent, si vous voulez, contre la corruption et tout ça, ça fait que, bon, les gens qui sont les plus puissants, qui ont le pouvoir, en réalité, presque rien ne peut les arrêter. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive avec la malgouvernance, avec le troisième mandat? C'est ça le problème. C'est que vous ne pouvez pas considérer que le coup d'État, c'est seulement le coup d'État militaire. Je veux dire, les violations de la Constitution sont des coups d'État aussi anticonstitutionnels. Il faut les comprendre. Les fraudes électorales sont également des coups d'État. Et tout cela arrive pendant cette transition démocratique et tout cela n'est plus acceptable, n'est plus supportable et ça fragilise la plupart des chefs d'État qui sont restés au pouvoir par ces formes de coups d'État et qui aujourd'hui s'érigent en juges par rapport à des coups d'État militaires. Oui. Et ils sont à la fois, ça qui fait qu'il y a une espèce de délégitimation reconnue par et les gens qu'on juge, mais et surtout l'opinion nationale et l'opinion régionale sur le plan africain. Donc nous sommes dans une crise, une véritable crise de la démocratie représentative d'un côté, et nous avons commencé à nous dire quelles alternatives, et les gens qui disent ah, ce sont les kakis les alternatives. Et ça, c'est surtout les jeunes. Mais le coup d'État, c'est le symptôme. C'est le symptôme de la maladie démocratique. Oui. C'est le symptôme de la pathologie démocratique. Ce n'est pas le remède. Le coup d'État ne règle pas le problème des pathologies aujourd'hui et maintenant. Les pathologies de la démocratie, on ne les règle pas aujourd'hui et maintenant. En réalité, c'est dans la durée. Et c'est par le débat politique. C'est pour ça qu'il faut laisser le débat fleurir. Et le bon débat politique. Et il faut inviter effectivement, vraiment, ceux qui connaissent, de venir, d'expliquer, de s'exprimer. Les universitaires s'expriment de moins en moins. À l'époque, c'était à l'intérieur des campus universitaires et par le débat à l'intérieur des campus universitaires qu'on faisait avancer la société. Aujourd'hui, on les entend moins. Ils parlent beaucoup plus entre eux, alors qu'ils comprennent beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de brillants intellectuels qui sont capables de participer et de créer une réinvention de la démocratie en Afrique et surtout en Afrique de l'Ouest. Oui, vous avez parlé de démocratie représentative, vous avez parlé de participation justement des citoyens à la base également. Est-ce que vous avez l'impression qu'au sortir des élections territoriales, des élections locales, l'expression démocratique issue des bases justement a été suivie des faits? Écoutez, nous sommes en train d'évoluer. Ce qui s'est passé avec les élections locales, c'est quand même un frisson. On sent une évolution, on sent un intérêt. Surtout aujourd'hui dans la participation. Quand même la participation à ces élections locales, disons c'est inédit. Hein? Ouais. Ce qu'on a vu aussi en matière de changement, de désir de changement, d'attente de changement, c'est inédit. Maintenant, c'est aux partis politiques. Et c'est à la société de façon globale de trouver les explications de ce qui est en train de changer. De trouver également les réponses aux attentes fortes. Il y a des attentes qui sont là, qui sont fortes, mais il faut aussi les décrypter, les analyser et leur trouver une solution. Si on n'a pas les bonnes réponses, on va tout le temps... Et les bonnes réponses ne peuvent arriver qu'avec un bon débat. Un bon débat, une bonne connaissance de la situation. Et souvent, ceux qui connaissent les situations ne viennent pas souvent en discuter à la télévision, parce que c'est ça, la presse nous sert effectivement à expliquer, à réinventer par des interactions sociales le monde
qui vient, l'horizon qui arrive. Mais tout cela, c'est encore difficile, c'est pas encore fait. Vous avez beaucoup de travail, Baye Oumar. Voilà. Par exemple, quand on organise les débats, on en a fait l'expérience. On a dit, tiens, nous sommes dans la démocratie locale, il faut réinventer la démocratie locale, il faut renforcer la démocratie locale. Et si nous voulons développer notre propre démocratie, il faut commencer par le local. Mais ça a suscité un intérêt énorme. Mais crois-moi, c'est toutes les difficultés du monde pour voir les leaders eux-mêmes, les têtes d'affiche qui viennent, qui s'assoient et qui discutent avec leurs pairs. Cette difficulté pour l'opposition et le pouvoir, surtout les leaders, de se reconnaître comme des pairs, ça aussi, ça fait partie des pathologies de notre démocratie. Il faut effectivement qu'ils fassent preuve, parce qu'un peu partout, dans les démocraties les plus avancées, c'est que ces pairs-là qui ont une vision, qui veulent diriger, ils s'assoient ensemble, ils discutent sur de quoi demain sera fait à l'échelle locale, à l'échelle nationale et même à l'échelle internationale. Et là aussi, quand tu regardes ce qui se passe dans les crises régionales, il n'y a que le chef d'État qui parle ou son ministre des Affaires étrangères. Et souvent, peut-être, des organisations de la société civile qui sont intéressées. Or, il me semble que ces débats intéressent au plus haut niveau et l'opposition et le pouvoir. La confrontation des idées. Bien sûr, notre commission des Affaires étrangères, sur la plupart des débats qu'on a sur l'Ukraine, on aimerait les entendre. Sur le basculement géopolitique qui risque d'avoir au niveau de l'Afrique de l'Ouest, et qu'on commence à connaître les risques, les dangers, les réorientations, on aimerait les entendre, c'est une très bonne chose. Sur la question des sanctions et de leurs effets pervers, souvent sur les personnes les plus vulnérables, pas seulement dans les pays qui sont sanctionnés, mais même les pays qui ne sont pas sanctionnés, comme chez nous. Donc, les analyser et trouver, par exemple, des alternatives aux sanctions. Alors, mais c'est à l'intérieur des pays que ce débat doit avoir lieu. Donc, cette démocratie délibérative que nous appelons de nos voeux, il faut que cette démocratie s'exerce et dans les institutions, au Parlement, et également hors des institutions, sur les plateaux de télé, de radio, etc. En tout cas, il y a matière, et justement, l'exercice de celui-ci, justement, rentre dans ce cadre, dans cette dynamique. Alioune Tine, le contexte, arrêtons-nous-y, c'est un contexte complexe. Vous êtes sorti des élections locales, avec ce que cela a donné comme signaux, mais en revenant sur l'an 1 des émeutes urbaines de mars 2021, nous laisse deux sujets préoccupants. Le premier, le procès de Barthélémy Diaz, un maire qui vient d'être élu, qui risque la radiation. En tout cas, le verdict est attendu au mois de mai. Deuxième sujet préoccupant qui concerne Ousmane Sonko, le procès également est attendu. Deux sujets face à deux enjeux qui vous inspirent quoi comme réflexion dans le contexte d'aujourd'hui? Bon, pour moi, je me dis, concernant le procès de Barthélémy, j'ai été un peu concerné par cette histoire-là. Oui, on a été concerné parce que ce pick-up est passé par la RADDHO, d'abord. Et ce pick-up nous ciblait nous-mêmes. Ils sont passés par la RADDHO, manque de bol. Quand ils sont arrivés, il y avait une conférence de presse. Il y avait plein de monde. Je parle d'ailleurs sous le contrôle de Abdou Samad Mbaké, parce qu'il s'est garé juste après eux et qui les a entendus dire: il y a trop de monde ici, allez, montez vite, on part. Quand ils ont quitté de chez moi, ils sont partis chez Bathily. Ils ne l'ont pas trouvé. Chez Abdoulaye Bathily. Abdoulaye Bathily. Ils ne l'ont pas trouvé. C'est après chez Abdoulaye Bathily qu'ils sont partis chez Jean-Paul Diaz, donc à son propre domicile. Pour vous, ils étaient partis avec une mission très claire. Il est évident qu'ils ciblaient les membres du M23. Ils ciblaient certains leaders du M23. Ça, c'est très clair. Parce que quand même, pendant cette période, nous avons été ciblés, nous avons été agressés. Vous l'avez vu. J'ai même pas eu... il n'y a même pas eu de possibilité jusqu'à maintenant, parce qu'on a porté plainte. Jusqu'à maintenant, mais bien sûr, on a porté plainte. Contre cette attaque? Depuis qu'on nous avait agressés le 23 juin. Jusqu'ici, rien. Pas de suite, sans suite. Donc, après, ils sont partis chez Barthélémy Diaz. Donc, depuis lors, c'est en 2012, on aurait pu quand même apurer cette question et c'est fini.
Maintenant, ce que je crois, c'est en réalité un appel que Barthélemy a fait lui-même. Bon, je pense que cette question-là, elle est facile à régler. Et nous comptons effectivement sur la sagesse et l'intelligence de la justice pour que cette question puisse être réglée de la meilleure manière possible pour le Sénégal, pour la paix, pour la stabilité. C'est extrêmement important. Je pense que ce dossier-là, ce qu'il faut demander, c'est de le dépolitiser le maximum possible. Si on dépolitise ce dossier, on peut trouver une solution. Voilà. C'est les liens. Comme je dis, le problème, c'est la contradiction qui existe entre ici. C'est pas facile ni pour les juges, ni pour les leaders politiques. Ça veut dire entre une légitimité très forte et la justice qui va venir. Moi, je pense que ce dossier-là, vraiment raisonnablement, ça ne doit pas pouvoir créer un gros problème. Voilà. Alors, maintenant, le dossier de Sud Beauté avec Ousmane Sonko, oui. Sonko réclame depuis très longtemps à être jugé. Oui. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut libérer Sonko. Je veux dire, le libérer, ça veut dire le juger. Pour qu'il soit, comme on dit, fixé sur son sort une bonne fois pour toutes. On a trop attendu de mon point de vue. C'est vrai, effectivement, que son jugement n'a pas été facile. Il ne faut pas aussi croire que ça va être facile encore. Mais il faut que tout le monde fasse preuve à la fois d'intelligence, c'est extrêmement important, et de responsabilité. Et de juger cette histoire et de laisser Sonko, parce que Sonko, sa carrière politique a déroulé, il a beaucoup de gens derrière. Le procès ne sera pas facile, mais il faut aller au procès dans les meilleurs délais pour régler cette question une bonne fois pour toutes, pour qu'il soit effectivement maintenant définitivement hors, comment dirais-je, derrière nous, voilà. Définitivement tourner la page, il faut tourner la page de cette histoire, Adji Sarr et Sonko. Oui, alors c'est toujours dans un contexte pré-électoral. Je veux parler des législatives à venir. Vous avez suivi le cas de Guédiawaye finalement, qui est un exemple sur le plan démocratique à lire avec beaucoup d'attention, mais aussi avec beaucoup d'intérêt. Parce que pour une première, c'est la cohabitation aujourd'hui au niveau de Guédiawaye. Quelle lecture sur le plan politique? Parce qu'il s'agit là d'une première à l'ultime. Il faut que le maire soit intelligent, qu'il accepte les compromis, qu'il débatte, qu'il discute, qu'il convainque les gens. Et il faut aussi que l'opposition aussi soit intelligente et soit prête également à accepter des compromis qui permettent la gouvernabilité de Guédiawaye. Mais sinon, tout dans la transparence. Dans la transparence la plus totale. Et je pense que là même, ça doit montrer la maturité des gens sur le plan local. C'est intéressant. Tu sais, des fois, quand vous avez des défis comme ça, ça peut être intéressant. Ah oui. Ça peut être une bonne opportunité pour être même transparent. Pour être même transparent et puis avoir des idées de consensus, savoir comment on peut travailler pour produire des consensus, aller ensemble et commencer à apprendre aussi à respecter le droit des minorités. Ah. C'est important. Voilà. Le maire, il est minoritaire, mais il a le leadership. Voilà, moi aussi de dire... C'est la légitimité. C'est la légitimité. Oui. Et de dire, moi, j'ai le leadership, mais je suis minoritaire, apprendre à être modeste. Et puis à travailler entre pairs. Je pense que c'est... Guédiawaye, c'est un cas intéressant de mon point de vue. Si les gens... Un cas d'école. Un cas d'école, s'ils font preuve de dépassement, s'ils font preuve d'intelligence, s'ils font preuve de capacité de négociation, de compromis pour avancer. Est-ce que la démocratie sénégalaise n'est-elle pas arrivée justement à ce type d'expérience, à expérimenter, excusez-moi de la répétition, puisque jamais nous n'avons assisté à une telle expérience? Est-ce que c'est cela justement tout le mérite de l'évolution de notre démocratie, d'en arriver à une école comme celle que nous sommes en train de découvrir avec Guédiawaye? Mais il faut qu'on s'y prépare. Il faut qu'on s'y prépare. Ça peut arriver avec les législatives. Oui, la crainte, c'est là. Et il faut que les Sénégalais se préparent à gouverner ensemble. Il faut qu'ils se préparent à cohabiter ensemble. Et de le faire avec beaucoup d'intelligence.
de le faire effectivement avec un seul axe, ça veut dire l'intérêt général. Mais on peut y arriver, ce n'est pas la fin du monde, la cohabitation. Et puis, la cohabitation est inscrite dans les phénomènes de coalition politique. Aujourd'hui, vous n'avez pas un parti tout puissant qui peut se dire, écoute, moi je peux être majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc, ils sont obligés d'être en coalition. C'est pour ça même qu'il faut repenser les partis politiques, repenser leurs fonctions. Ils sont en surnombre. Des fois, j'entends, ils me disent, mais nous sommes une coalition de 300 partis. Je dis, mais comment c'est possible d'être une coalition de 300 partis? Comment vous allez faire? C'est que si on ne déconnecte pas la politique de l'ascension sociale, la politique de la mangeoire, on ne va pas s'en sortir. Parce qu'en fait, même, il vous suffit d'être dans la coalition. Même si vous êtes un tout petit parti, écoutez, à la fin, on va vous donner votre part. Si vous êtes dans la majorité présidentielle. Soit on vous donne du riz, on vous donne du mil, on vous donne de l'argent. Vous êtes salarié parce que tout simplement vous êtes politique. Je pense que le grand problème que nous avons, c'est le professionnalisme de la politique. Il faudrait peut-être qu'on repense la politique, qu'on essaye quand même de regarder le champ politique et de rationaliser le champ politique. Nous avons un champ politique qui est complètement débordant. Et vous savez, c'est pas seulement chez nous, hein, vous avez une espèce même d'obsolescence des politiques, même dans les pays développés. C'est pour ça que nous voyons des extrémismes qui arrivent et qu'en réalité, qui rendent totalement obsolètes les anciens partis. Par exemple, vous allez en France, les anciens partis ont disparu. Hein. Chez nous, quand vous regardez comme ça, c'est en train de partir aussi. Donc tout ça nous montre que nous sommes dans une espèce de nouvelle ère. Mais si nous ne pensons pas, nous ne rationalisons pas, nous n'anticipons pas sur cette nouvelle ère, nous allons avoir des difficultés. Oui, c'est à l'heure de la recomposition. Mais M. Tine, aujourd'hui, oui, la caution à 15 millions pour les prochaines législatives. Est-ce que c'est quand même raisonnable de fixer la caution à 15 millions? Écoutez, je viens de parler de l'excès des partis politiques. C'est l'excès des partis politiques qui amène les gens à dire, mais écoutez, il faut fixer une barre. Il faut fixer une barre pour pouvoir un tout petit peu rationaliser, ne pas avoir des listes qui se débordent, où il faut faire le parrainage, etc. Avant d'en arriver là, si on a une bonne réflexion pour dire, écoutez, il faut qu'on voit quelles sont, comme on dit, les familles idéologiques. C'était comme ça. Ouais. Les familles idéologiques qui peuvent aller ensemble. Qui vont ensemble. Aujourd'hui, quand on va, on se dit, tiens, je vais aller avec Macky Sall parce que c'est Macky qui va me donner un poste ou qui va me donner à manger ou à boire. Maintenant, l'idéologie politique, c'est fini. C'est la chose la plus grave qui nous arrive. Ça veut dire quand vous avez maintenant faire de la politique sans contenu, sans idéologie, sans substance. La seule substance, c'est de manger et boire. La transhumance. Mais à partir de ce moment-là, il ne faut pas s'étonner que les gens commencent à dire les kaki venaient ou les marabouts venaient. Donc, c'est aux hommes politiques également de repenser leurs propres pratiques, et la société civile aussi, hein, et qui nous amène à dire, mais tiens, il faudrait qu'on réinvente notre démocratie pour que ça marche et pour que la politique permette à la société de se développer, aux enfants d'être bien éduqués, etc., etc. Et d'éviter également que les jeunes soient au chômage et effectivement viennent tout le temps. Et qu'on essaye de voir comment aussi il faut diminuer, je veux dire, le train de vie de l'État. Généralement, le train de vie de l'État a un tel poids sur comment dirais-je, sur l'économie et sur le budget, qu'en réalité, les autres, là, on ne les voit pas. Alors, oui, une question également qui était jusqu'ici attendue, c'est la formation d'un nouveau gouvernement. Ça a été différé, en tout cas jusqu'ici, ce n'est pas encore le cas. On attend la nomination d'un Premier ministre suivi de la formation du gouvernement. Jusqu'ici, rien du tout. Alors, comment expliquez-vous soit ce retard ou une question qui est en train d'être différée? Est-ce que, de votre point de vue, ce n'est pas ça également ce à quoi nous parlions tout à l'heure avec l'hyper-présidentialisme? Je pense que le président a été piégé.
Ah oui? Oui, bien sûr. Piégé par ses agendas. Ah Ah oui, oui. La proximité de l'agenda, oui. comment dirais-je, des locales. Oui. Après les locales, il y a eu la Coupe du Monde. On n'a pas fait. Et maintenant, au mois de juillet, on va faire les législatives. Oui. Si vous faites au gouvernement, aux législatives, vous serez obligé encore de refaire. Ouais. Il y a de nouvelles légitimités qui arrivent. Il me semble que ce piège-là, l'État doit avoir, si vous voulez, la capacité de communiquer là-dessus. Et de permettre aux gens de dire, tiens, écoutez, c'est pas raisonnable de faire des élections maintenant, de changer encore le gouvernement 2 mois ou 3 mois après les élections législatives. Donc nous préférons attendre les élections législatives avec de nouvelles légitimités pour pouvoir faire, comment dirais-je, un nouveau gouvernement. À supposer, c'est une hypothèse, hein, que l'opposition gagne les élections législatives. Qui va être Premier ministre? Est-ce que c'est Macky Sall qui va en décider? Non. Voilà, des questions, par exemple, peut-être, moi je pose ça comme ça de façon naïve, mais il me semble que ça fait sens. Oui, ça peut arriver. Absolument. Ça peut arriver parce qu'on parlait de la crainte d'une cohabitation aux prochaines exactement. Voilà. élections législatives. En cas de cohabitation, il n'a plus, lui, la main, la décision de dire qui va être ou qui ne va pas être Premier ministre. Donc, je pense que c'est sage de dire, attendons à la fin des législatives pour nommer... En tout cas, il ne l'a pas encore dit, mais aujourd'hui, quel est le sens de ces prochaines élections législatives? Quel est l'enjeu? Quel est le sens? Un enjeu terrible. Après, effectivement, ce qu'on a vu avec les locales, il y a une attente de changement. N'importe quel homme politique doit pouvoir lire ça, n'importe quel, je veux dire, citoyen. Il y a une très forte attente de changement qu'il faut lire et à laquelle il faut donner une réponse. C'est irréversible. De mon point de vue, c'est irréversible. Le monde est en train d'aller dans ce sens. Donc, il faut savoir quand même, comme on dit, on n'a pas de courrier, mais il faut savoir effectivement lire et anticiper sur l'avenir. Ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Alioune Tine, oui, vous nous venez du Mali. Quelle est la situation? Bon, la situation est extrêmement complexe comme cela a été. C'est beaucoup plus complexe maintenant que, bien sûr, nous avons les sanctions de la CEDEAO qui frappent un pays qui est extrêmement vulnérable. Le Mali est très vulnérable. Et il me semble que les sanctions vont encore accentuer la vulnérabilité. J'en viens. Les sanctions, elles frappent les populations les plus vulnérables. J'étais à Timbuktu. Vraiment, j'ai entendu les cris des gens qui souffrent. Les prix augmentent. J'ai été également au centre du Mali. Et les forces de sécurité qui sont parties avaient aussi un rôle d'humanisme, un rôle humanitaire à jouer. Voilà. Oui. Et vous avez dans ce contexte, si vous voulez, les tensions diplomatiques qu'il y a, et le départ de Barkhane, de Takuba. Donc, moi, ça m'inquiète. Je pense que les Africains ne doivent pas négliger ou laisser le Mali s'isoler, parce que le Mali, c'est l'épicentre de la crise sécuritaire. Donc, on doit avoir le maximum d'intérêt pour voir comment il faut trouver les réponses les plus adéquates à cette crise sécuritaire. Moi, j'en viens. Il y a eu quand même, pendant le dernier trimestre, depuis le mois de décembre, une espèce d'amélioration. Et ça se sent de la situation sécuritaire. C'est vrai que depuis quelque temps, depuis hier ou avant-hier, on a l'histoire effectivement des attaques de Mondoro. Très dures. 15 morts. Voilà, ça fait même plus de 15 morts. Mais c'est la situation qui est volatile. La situation sécuritaire est volatile. C'est pas stable. Voilà. Quand nous avons vu d'ailleurs des militaires, ils nous ont dit, mais attention, pour le moment, nous avons des acquis, nous gagnons, mais nous sommes encore inquiets parce que nous nous attendons de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Personne ne sait ce que prépare l'ennemi. Exactement, voilà. Ça aussi, ça fait partie de la situation du Mali. Mais il faut dire que, bon, ce que nous avons trouvé, c'est que aussi le commandement militaire est surmotivé, c'est vrai. Ils sont en train de recruter aussi
des effectifs, mais tout ça n'est pas suffisant. Il faut très rapidement aujourd'hui que sur la question du chronogramme, oui, et c'est là le problème. Trouve une solution oui. raisonnable rapidement. Il faut lever les sanctions de la CEDEAO rapidement, organiser des élections pour aller effectivement à une situation normale et également repenser les stratégies sécuritaires et les réponses sécuritaires au Mali. Ce n'est pas seulement les armes. Parce que ce qu'on rencontre sur place, vous savez, les dynamiques, comme on dit, les dynamiques de paix endogènes, locales, les débats, les conversations que les gens font entre les différentes communautés a beaucoup fait baisser, si vous voulez, les conflits intercommunautaires et intracommunautaires au Mali. Donc c'est très important aujourd'hui que ces dynamiques de paix endogènes, de voir comment il faut les renforcer sur le plan national et comment la communauté internationale peut les renforcer. Maintenant aussi, moi, je m'adresse au président quand même de l'Union africaine, le président Macky Sall. Je pense qu'il s'est beaucoup investi effectivement pour faire en sorte que le Mali ne soit pas isolé davantage. Il a beaucoup fait, mais il faut qu'il continue. Il continue à dialoguer pour réconcilier le Mali avec l'Europe, le Mali avec la France. Mais il se heurte quand même au cahier de charge de la CEDEAO, aux textes de la CEDEAO qui sont très clairs aussi en matière de transition. Oui, je comprends ce que la CEDEAO a fait, mais de mon point de vue, la question de la fermeture des frontières ne fait pas partie de la liste des sanctions de la CEDEAO. Et cette fermeture est totalement absurde. Parce qu'en fait, c'est une autosanction pour le Sénégal. Le Sénégal en souffre. Donc, moi, je pense qu'il faut quand même le droit d'aller et de revenir des citoyens de la CEDEAO, que ça soit préservé, que ça soit renforcé. Maintenant, les autres sanctions, on peut comprendre. Mais tout de même, il faut ouvrir les frontières de la CEDEAO. Je pense qu'il faut petit à petit ouvrir, faire en sorte effectivement qu'il y ait une espèce d'apaisement au Mali pour accélérer le processus de négociation sur la question des, comment dirais-je, du chronogramme et arriver très vite à une solution, à des solutions politiques comme ça. Parce que la crise politique, il faut la régler pour s'attaquer davantage à la crise sécuritaire et faire en sorte effectivement que les gens qui sont partis puissent être remplacés, que ce soit les Africains, que ce soit d'autres Européens et autres. Mais nous, notre recommandation tout le temps, c'est de dire à la communauté internationale, franchement, si nous voulons la paix et la stabilité, nous n'avons pas besoin de concurrence entre grandes puissances. Nous n'avons pas besoin de bataille d'influence entre la grande puissance. Mais c'est cela, le terrain maintenant, c'est l'Afrique qui l'offre, le terrain à la concurrence internationale, aux batailles sur les propres intérêts des Africains, que se fixent d'autres forces étrangères sur le terrain africain. Ça pose problème également. Ça dénote quoi? De l'entente entre les Africains ou justement de la faiblesse des pays africains à gérer leurs propres contradictions? Encore une fois, on s'adresse à Macky Sall. Macky doit aussi accélérer le processus de l'unité africaine, de l'entente des Africains, de l'unité des Africains en Afrique de l'Ouest. Moi, quand je vais au Mali, je dis, bon, écoutez, la CEDEAO, elle est malade, mais la CEDEAO, c'est nous. C'est peuple, c'est nous. Et c'est à nous d'engager la réflexion pour voir comment nous pouvons trouver les soins pour soigner la CEDEAO. Et il faut que les États, les chefs d'État ne se disent pas que la CEDEAO leur appartient. Non, il faut qu'ils écoutent la société civile, il faut qu'ils écoutent les citoyens de la CEDEAO. Parce qu'en réalité, ils sont là pour quand même régler les problèmes des citoyens de la CEDEAO. Mais nous avons beaucoup de problèmes quand nous voyageons. La circulation des biens et des personnes, c'est un problème. Nous avons des problèmes quand nous saisissons la justice de la CEDEAO, la justice régionale. Souvent, les États n'appliquent pas les décisions de justice. Donc, toutes ces questions-là, ce sont des questions que nous devons régler. Nous devons avoir à la CEDEAO un parlement qui a une capacité de contrôle. Un parlement élu. Et non pas des parlements qui sont, si vous voulez, comment dirais-je, cooptés des autres parlements nationaux qui font qu'il n'y a pas de différence. Donc, ces questions-là, si on ne les règle pas, il faut, comme on dit, réformer
la commission de la CEDEAO, réformer les institutions de la CEDEAO, les renforcer, les crédibiliser, pour qu'en fait, aujourd'hui, que la confiance entre les peuples de la CEDEAO, les institutions de la CEDEAO et les leaders de la CEDEAO, que ça soit restauré. Ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est extrêmement important. Alun Tine, fondateur d'Africadium Center. Alun Tine, aujourd'hui, il n'y a pas que l'Union africaine, la CEDEAO, des institutions africaines qui sont en crise. Si à l'échelle mondiale ou européenne, vous avez l'Union européenne qui est en crise également, vous avez l'OTAN, le Conseil de sécurité des Nations Unies également en crise. Alors, quelle alternative aujourd'hui face à des institutions dans un contexte conflictuel? C'est la réflexion. Aujourd'hui, en réalité, nous avons une époque qui part. Une nouvelle époque qui revient. Si nous n'anticipons pas sur la réflexion pour dire on va inventer cette époque qui va être une époque de paix, une époque de stabilité, une époque de concorde nationale, on n'y arrivera pas. Mais nous, Africains, au moins, on n'a qu'à commencer. On n'a qu'à commencer même à réfléchir sur notre propre géopolitique et ne pas subir la géopolitique extérieure sous forme d'abstention ou de parti. Mais le droit international aujourd'hui est limité avec ces crises. Le droit international, que l'ONU tel que c'est configuré, les grandes puissances ne respectent pas le droit international. Référence à la crise ukrainienne. La crise ukrainienne, la crise libyenne, la crise, syrienne, de l'Afghanistan, de l'Irak. Mais tout cela, c'est le bon vouloir des grandes puissances. Le grand problème que nous avons, c'est que l'ONU n'est pas encore une institution démocratique. C'est une institution, effectivement, où c'est le rapport de force. C'est dommage de le dire. Il y a beaucoup d'efforts pour que l'éthique marche, pour que le droit international marche, mais malheureusement, vous avez quand même 4 grandes puissances qui ont la possibilité d'avoir quand même le droit de veto. Vous avez quand même des pays quand même, et des communautés entières comme l'Afrique qui ne sont pas quand même parmi les P5. Tout cela fait que il faut réformer les Nations Unies. C'est extrêmement important d'y penser, d'y réfléchir, de voir quel va être notre rôle au sein des Nations Unies et de ne pas être tout simplement là où il y a eu beaucoup de pression lors de la dernière résolution, des pressions exercées sur les Africains. Je reviens sur la crise ukrainienne et le phénomène de la discrimination raciale. Oui, en tant que défenseur des droits humains. Donc, pour condamner la discrimination raciale, pour condamner le fait que des Africains, on les a laissés attendre dans le froid, on n'a pas voulu également les embarquer. Mais il me semble que j'ai vu le communiqué de l'Union africaine, mais j'attends la voix de mon président de l'Union africaine, Macky Sall. Il a été ferme, il a dénoncé. Il faut qu'il parle maintenant. Il faut qu'il parle, qu'il dénonce et qu'on sente que l'Afrique est là et que les Africains, les citoyens africains sont protégés. C'est extrêmement important. J'ai beaucoup apprécié le communiqué de l'Union africaine. Pour la première fois, on a eu un communiqué conjoint du président et du président de la Commission africaine que nous apprécions très fort. Mais nous voulons renforcer le leadership au niveau de l'Union africaine à la tête. De temps en temps, les Occidentaux, là, ils sortent pour parler. Que l'Afrique et les voix africaines sortent, qu'ils parlent devant la télévision, fassent une conférence de presse. Il y a des choses aussi qui ne sont pas acceptables. Les bombes qu'on est en train quand même de balancer sur des personnes civiles, c'est pas normal. C'est-à-dire que cette forme agressive, même si on peut comprendre, bien sûr, les motivations géopolitiques qui ont entraîné la Russie, mais sa méthode, il faut la condamner, sa méthode. Elle est violente, sa méthode. Sa méthode n'est pas acceptable. Je pense que ça aussi, c'est le droit international. Demain, ça peut nous arriver. Mais on dit que nous ne voulons pas que ça nous arrive demain. Ce qui arrive effectivement à l'Ukraine en ce moment. On ne veut pas que État vienne se dire, écoutez, on va vous occuper, mais on vous occupe, on vous balance. Même si on connaît, c'est bien de le dire, parce que il y a des actes qui sont considérés comme des provocations sur le plan géopolitique. Mais il me semble qu'il faut le régler par la négociation.
il faut le régler par la démocratie. Il faut le régler par des voies politiques, mais pas par la force. Le monde est-il devenu un rapport de force permanent? Absolument. Avec ce qui se joue présentement. Et est-ce que l'Afrique est-elle préparée pour justement assurer un lendemain de sécurité? Justement, l'Afrique n'est pas préparée. Moi, mon appel, il faut que l'Afrique se prépare. Il faut que l'Afrique également construise sa géopolitique. Et que l'Afrique ne soit pas tout simplement le cadre d'un jeu d'intérêt et d'un jeu d'influence des grandes puissances. Si nous... Parce que vous avez Wagner qui est là au Mali. Aujourd'hui, certainement, ils ont leur principale préoccupation. Et vous avez la Chine de plus en plus également, la Turquie. C'est vrai qu'aujourd'hui, est devenu un jeu d'intérêt pour les puissances occidentales finalement. Si on avait les forces d'attente, oui, peut-être qu'on n'aurait pas Wagner. Il me semble qu'il faut tirer les leçons de Wagner. Tirer les leçons de Wagner, c'est avoir une bonne force d'attente, bien équipée, bien entraînée, avec tous les moyens. Moi, je dirais même, il nous faut en Afrique de l'Ouest créer le ministère des Forces armées. On a un ministre des Forces armées qui s'occupe de ça, qui s'occupe effectivement de la sécurité régionale. Parce que cette crise, elle est régionale. On n'a pas encore eu une stratégie régionale de résolution de la crise. De ce conflit. C'est toujours national. Et on compte beaucoup sur les armées étrangères. Or, si les Africains sont bien organisés, je pense qu'ils peuvent régler le problème. Mais les Africains, jusqu'ici, hésitent à s'organiser et également comptent beaucoup sur la communauté internationale. Il faut que les Africains prennent le leadership de la résolution de la crise régionale au Sahel. Alioune Tine, merci. C'est moi-même. Elle est en train de bouger, la communauté internationale également, le monde en sursis avec la crise ukrainienne. L'offensive russe se poursuit. On aura certainement d'autres occasions pour revenir sur cette crise qui touche l'Europe, mais qui a des répercussions en Afrique. C'est un plaisir et merci encore. Merci beaucoup, Bayoumar. Mesdames, Messieurs, c'en est tout. Excellente suite de programme sur la 98.5. Un grand merci à l'équipe digitale, à la tête Abdoulaye, Alioune Badara Socé. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Restez à l'écoute. Dans une poignée de secondes, ce sera au tour de Maodo Faye, son invité dans Djanobi. Au revoir.